Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, apprendre pourquoi en deux mots, pourquoi en un mot, pour qui en deux mots évidemment. C'est le thème de notre grand oral avec pour invité Héloïse Lérété, rédactrice en chef de la revue Sciences Humaines. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est l'omniprésence des biotech en ce moment. Le programme, eh bien, c'est justement celui de biotechnologie qui vient de faire son entrée. L'heure de la récré, toujours avec Amal, on va rire des nuls en maths. Donc fondamentalement, on va rire des gens comme moi, ça va être très drôle. Et puis enfin, on poussera à la porte de l'infirmerie où notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos nous dira qu'il n'y a pas que les enfants qui grandissent, les parents aussi. La quotidienne de School TV, c'est parti, grand oral. On a beau la mesurer et la modéliser, rien ne reste plus énigmatique que l'intelligence. Fin de citation. L'intelligence, non pas fin de citation, je continue, parce qu'elle est bien la citation, elle est de notre invitée, Héloïse Lérété. L'intelligence déborde toujours, elle n'existe que par ses manifestations aussi variées et nuancées que la palette humaine. C'est le coup de génie du footballeur, la trouvaille du savant, le flair de l'enquêteur, la créativité de l'enfant, la lucidité de l'aïeul, la délicatesse de l'ami, la malice du clown, la perspicacité du soignant, la sensibilité du pianiste, la sagacité lumineuse du philosophe. Là, on peut fermer la citation. Héloïse, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ainsi s'ouvre le dernier numéro du magazine Sciences Humaines, dernier numéro et deuxième numéro de la nouvelle formule de ce formidable magazine. Héloïse Lérété, vous en êtes la rédactrice en chef et l'invitée du Grand Oral. L'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence? Il n'y a pas que le QI, c'est à la une du journal. Elle a connu 1000 définitions. Est-ce qu'on peut déjà en donner quelques-unes, en dehors de celles que je viens de citer, sous votre... Oui, on peut essayer. Il y a les définitions du dictionnaire. Souvent, en fait, il y a deux définitions qu'on retrouve aussi après dans la pensée, dans l'histoire de la psychologie notamment. Il y en a une qui met l'accent, disons, sur la compréhension du réel. Alors, plus précisément, l'étymologie de l'intelligence, c'est interléguer, ça veut dire cueillir parmi une profusion de choses. Donc, c'est d'abord la capacité de discernement. Et puis, il y a une deuxième... Faire la part des choses, trier. Faire la part des choses, parmi la multitude d'informations. Ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce que je retiens, ce que je ne retiens pas. Et puis le traduire en pensée ou en acte. Et puis il y a une deuxième définition qui met plutôt l'accent sur la dimension relationnelle de l'intelligence. C'est-à-dire que quand on dit par exemple qu'on vit en bonne intelligence avec quelqu'un, ça veut dire en bonne relation. Et en fait, il y a des formes d'intelligence qu'on peut expliquer comme ça, c'est être en osmose avec les autres, bien les comprendre, ou en osmose avec son environnement, avec le monde. Vous citez aussi les Grecs qui louaient la métisse. Ah oui, la métisse, c'est l'intelligence rusée, c'est la débrouillardise, la sagacité. Voilà, c'est Ulysse, le grand personnage d'Homère, Ulysse aux 1000 ruses. C'est ça, c'est une intelligence de l'action. Beaucoup de définitions de l'intelligence. L'école a tendance à n'en retenir qu'une, qui est ce que j'apprends, ce que je retiens à la première au fond. Oui, en fait l'école met beaucoup l'accent sur l'intelligence logique et l'intelligence verbale, qui sont des formes d'intelligence, mais effectivement, on peut en trouver plein d'autres. Il y a d'ailleurs un grand débat en psychologie entre les tenants d'une intelligence qu'on pourrait définir, qui organiserait toutes les autres aptitudes, et puis ceux comme Howard Gardner. Gardner, c'était les 7, c'est ça? Il y en avait 7, je ne me souviens plus. Oui, puis après il y en avait 10, 12. D'accord, voilà, différentes formes d'intelligence. Voilà, mais effectivement, on dit, non, il n'y a pas que ces intelligences-là, il y a aussi l'intelligence musicale, l'intelligence du geste, de la main, l'intelligence sportive. Toutes celles que vous citez d'ailleurs dans votre très bel éditorial. Qu'est-ce que l'intelligence? Il n'y a pas que le QI. Le QI, par exemple, on s'est entiché du QI. Alors, on s'est entiché du QI. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle Howard Gardner avait développé, il s'était vraiment rebellé. Il dénonçait une tyrannie du QI qui est arrivée en France depuis, parce que c'est aujourd'hui où il y a une vraie passion pour le QI et pour tous ces tests psychométriques en France. Donc, effectivement, il y avait un petit message aussi, même un message assez fort dans ce dossier qui consistait à dire il n'y a pas que le QI, il n'y a pas que la psychométrie, et d'autant plus qu'aujourd'hui, des chercheurs très savants mettent aussi en garde contre ce QI qui masque souvent en fait des grandes disparités, parce que l'intelligence, elle n'est pas nécessairement homogène. Il y a des intelligences complexes, il y a des intelligences atypiques, avec par exemple des grands talents dans le domaine musical, et puis des difficultés en maths, où on peut signaler... J'aime beaucoup votre exemple. Alors peut-être que vous faites partie de ces
HP... Non, je parlais des grandes difficultés en maths. Le grand talent musical, c'est un autre débat. Mais peut-être vous faites partie de ces HP 10 dont parle Michel Habib dans notre dossier. Alors HP, j'avais haut potentiel. Voilà, et 10, c'est dyslexique, dyspraxique, etc. Mais lui souligne, et c'est un domaine qui est en plein essor, qu'il y a un certain nombre d'enfants, assez nombreux quand même, dont on ne dénote pas la grande intelligence parce qu'ils ont un potentiel très élevé, souvent dans le domaine verbal, et des grandes difficultés dans le domaine visio-spatial. Donc c'est ces enfants qui sont très bons en français, mais nuls en géométrie notamment, et vous faisiez peut-être... Je les adore, c'est moi, c'est ma vie. Héloïse Léréter, rédactrice en chef de Sciences Humaines. On se retrouve dans quelques instants. On parle de l'intelligence, de pourquoi on apprend, mais pour l'heure, c'est l'anti-sèche ou comment l'actualité résonne dans les programmes. On retrouve Amal Laoui. Et l'actualité, c'est une actualité éducative pour une fois, et la réforme du baccalauréat qui avait supprimé, on le sait, les filières SLES pour mettre en place des enseignements dits de spécialité. Et parmi ces spécialités, la biotechnologie. Oui, c'est ça. On va rappeler que ces spécialités sont choisies en classe de première, mais les élèves de seconde peuvent aussi compléter leur programme par des matières optionnelles, dont l'enseignement technique biotechnologie. Alors que vous allez définir, mais j'allais vous le demander. Les biotechnologies. Eh bien, les biotechnologies sont considérées comme une discipline d'avenir. L'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, définit les biotechnologies comme, je cite, un domaine d'études et d'application valorisant le vivant à des fins utiles à l'être humain en produisant des connaissances, des biens ou des services. Les élèves découvrent donc par la pratique que les biotechnologies sont la manipulation du vivant afin de produire quelque chose d'utile à l'homme. Des vaccins, par exemple, on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité. Comment s'articule cet enseignement ? Eh bien, l'enseignement biotechnologie au lycée est basé sur la réalisation de manipulations en laboratoire. Les élèves vont donc pratiquer des expériences dans des domaines d'application très variés, l'environnement, la santé, les industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires. Et concrètement, par exemple ? Eh bien, les élèves vont devoir, par exemple, répondre à des questions comme comment la recherche permet de concevoir ou d'améliorer des produits qu'ils soient cosmétiques, alimentaires ou pharmaceutiques. Quels sont les critères analysés pour vérifier la qualité d'un produit ? Comment assainir une eau polluée ? Comment identifier une bactérie responsable d'une maladie infectieuse ? Et pour répondre à ces questions, ils vont donc réaliser des expériences en laboratoire. En laboratoire à l'école, mais ils sortent aussi un petit peu, non ? Parce qu'on ne peut pas tout faire en biotech. Exactement, les enseignants sont invités à organiser des visites dans des laboratoires du secteur des biotechnologies. Les élèves pourront donc visiter des entreprises, assister à des conférences ou encore rencontrer des professionnels. Donc ces activités sont repérées dans le programme par un petit symbole dans les programmes. En fait, vous savez, les professeurs, on leur dit il faut faire ceci, cela. Et quand on fait sortir les élèves, il y a un petit symbole dans leur programme qui leur dit voilà, pour cette activité-là, il faut sortir. Il faut sortir. Ça permet aussi de favoriser l'initiative quand on fait des expériences. Et à travers ça, on développe aussi la responsabilité des élèves. On n'est pas seulement en train d'apprendre des connaissances. Oui, c'est ça. Ils vont devoir apprendre à se comporter dans un laboratoire de biotechnologie en respectant les bonnes pratiques de laboratoire. Donc, s'intéresser à des questions de société, s'interroger sur une problématique scientifique en développant ses capacités de raisonnement, par exemple, développer leur sens critique en questionnant la validité des résultats expérimentaux. Et puis, on est aussi du côté de la pédagogie de projet et du travail en groupe. Oui, c'est ça, puisque c'est un travail d'équipe. Ils vont devoir partager leurs expériences et leurs questions en contribuant à l'avancée collective des connaissances. Donc cet enseignement contribue aussi au développement des compétences orales à travers notamment la pratique de l'argumentation. L'élève va devoir préciser sa pensée et expliciter son raisonnement pour convaincre ses camarades. L'élève va donc acquérir de l'autonomie, des méthodes de travail et surtout de la confiance en soi. Et on peut aussi, à partir de tout ça, trouver des idées de métier, s'orienter. Oui, c'est ça. En explorant différents domaines des biotechnologies, eh bien, les élèves apprennent à discerner leurs aptitudes, à découvrir leurs appétences, à exprimer leurs points forts pour se projeter dans la poursuite d'études supérieures et élaborer donc ainsi leur parcours de formation. Donc cet enseignement invite les élèves à se projeter dans des métiers des biotechnologies. Et parmi ces métiers, qu'est-ce qu'il y a ? Technicien supérieur, ingénieur, chercheur en biologie. Il donne donc à l'élève des éléments d'aide à la décision pour choisir une formation dans ces secteurs d'activité très précis. Amal, merci beaucoup. Et juste une petite réaction. À chaque fois que j'écoute Amal, mais je pense que ça vous fait la même chose de l'autre côté de l'écran, on se dit les programmes, ils sont extraordinaires parce qu'il y a tout. Il y a effectivement les savoirs, mais au fond, toutes les formes d'intelligence dont vous parliez. Pourtant, ça n'a pas l'air de marcher aussi bien que ça en vrai. C'est-à-dire ? Non, mais
le système éducatif a quand même du mal à s'adresser à toutes les formes d'intelligence et à mettre ça en système. Bien sûr, et puis d'une certaine manière, plus on a de savoir disponible, voilà. plus on s'y perd et plus on a du mal à se mobiliser pour faire ce qu'on aime, là où on est bon, etc. Donc effectivement, c'est toute la difficulté de l'offre et de la demande scolaire. Gros défi, et avec des enseignants pas toujours suffisamment formés. Et ça, je l'ai plutôt découvert, non pas dans Qu'est-ce que l'intelligence, il n'y a pas le QI que vous venez de sortir, mais dans un livre sur la psychologie de l'enfant. Alors, les enseignants sont souvent très bien formés, ils ont une belle expérience. Mais moins dans ce domaine-là. Mais un petit peu moins dans le domaine de la psychologie, alors au sens large, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce moment pour les former à aux neurosciences cognitives. Neurosciences cognitives, c'est la science qui va aller expliquer les architectures dans le cerveau qui soutiendraient les apprentissages. Mais en fait, il y a plein de branches de la psychologie qui travaillent qui peuvent aider les pédagogues, disons. Et on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Amal. On va en parler dans la suite du Grand Oral avec Héloïse Lérêté. Ces formes d'enseignement, justement, et ce qui est essentiel pour réussir à apprendre, vous en parlez dans un ouvrage que vous avez coordonné sur la psychologie de l'enfant. On va parler de nouvelles, en tout cas de théories qui ont le vent en poupe en ce moment, comme la théorie de l'attachement. Mais avant ça, il y a la notion de motivation, du pourquoi j'apprends. C'est intrinsèque ou extrinsèque, la motivation? On l'a en soi, comme on dit souvent, les enfants ont tous envie d'apprendre, ou ça se construit? Alors, on l'a quand même en soi au départ, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a tout un système. Alors, Stanislas Dehaene, qui est un chercheur en neurosciences, parle de neurocuriosité, c'est-à-dire qu'on aurait en nous le neurotransmetteur en fait qui nous guiderait vers la nouveauté, vers l'apprentissage. Apprendre, c'est un besoin humain fondamental. Voilà. Mais après, ce besoin, il peut être encouragé ou entravé, et c'est là que on tombe sur les théories de la motivation. Donc il y en a plein. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est la théorie de l'autodétermination, qui a une vingtaine d'années à peu près, et qui met l'accent sur d'autres besoins plus précis que ce besoin d'apprendre, qui sont le besoin d'autonomie, c'est-à-dire que pour apprendre, comme pour le reste d'ailleurs, je crois, on a besoin de se sentir libre, de se sentir aux commandes. C'est-à-dire on est toujours plus motivé si on se sent aux commandes de sa vie que si on se sent un passager de discipline, par exemple, ou de pédagogie qu'on n'a pas du tout choisi. Mais alors concrètement ? Concrètement, ça veut dire que quand on est pédagogue, il faut faire en sorte que l'enfant, ou l'adulte d'ailleurs, ou l'adolescent, ait des marges de manœuvre, dans les exercices qu'il fait, dans les options qu'il prend, dans les apprentissages qu'il fait, qu'il ait des marges de manœuvre dans son apprentissage. Et d'initiative. Donc en soi, après, derrière, pédagogie de projet, toutes ces choses-là, ça fonctionne plutôt bien, c'est un bon support pour ce genre de choses. C'est pour ça que je disais que souvent les enseignants en savaient déjà beaucoup, ils en savaient beaucoup par leur expérience, que la psychologie, que les études actuelles ne viennent que objectiver, si vous voulez. Mais tous ces travaux actuels viennent plutôt confirmer les savoirs des pédagogues, et notamment des pédagogies actives. Et les structurer. Il y a aussi une notion qui nous est arrivée. Alors moi, je l'ai vu arriver par le Québec, mais elle est peut-être venue d'ailleurs, c'est la notion de persévérance. Voilà, notion de persévérance. Alors, il y a plusieurs travaux récents qui nous disent que finalement, la persévérance, ils parlent de grip, les anglo-saxons. Donc c'est le fait de s'accrocher à sa raquette, vous voyez. La persévérance a plus d'effet que l'intelligence sur la réussite dans les études et dans les études supérieures. Donc ne pas se décourager, remettre le métier sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier, le métier sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier, n'importe quoi. Dans la ténacité scolaire, il y a la motivation au départ, et puis après, quand ça devient un peu moins amusant, parce qu'il n'y a plus la nouveauté, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a quelquefois un peu des échecs, arrive ce moment où il faut persévérer. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi et qui s'acquiert. Et c'est ce moment que j'ai totalement manqué, un cours de mathématiques. Et on va en parler, c'est l'heure de la récré, on retrouve Amal. Les mathématiques, Amal, me dites-vous, je vous lis, mauvais souvenir pour de nombreuses personnes. Pour vous, visiblement. Ah oui. Je vous propose une vidéo de l'humoriste Félix Jean. Vous allez voir que les calculs, c'est pas vraiment sa tasse de thé, regardez. À l'école, quand le prof de maths, il m'a dit -2 fois -2, ça fait 4, j'ai lâché l'affaire. T'arrives à comprendre ça ?
-2 fois -2, ça fait 4, c'est quoi ce délire? En fait, à l'école, ils t'apprennent des trucs qui ne marchent qu'à l'école. Ça ne fonctionne que là-bas. Dans la vie, ça ne marche pas. Hein. Admettons, tu n'as pas de banane. Sur ce stock de bananes que tu n'as pas, on t'en retire 2. Et on les multiplie par 2 autres bananes qui n'existent pas. Et ça fait 4 bananes. Amal. Oui. Félix n'est pas seul. Non, moi non plus d'ailleurs. Héloïse non plus, parce qu'elle a confessé que les maths, c'était pas non plus... Hein non, c'était vous, Amal, les maths? Comme vous. Voilà. Alors parlons des autres. Nous sommes une réalité statistique, en fait. Ça, ce n'est pas une matière dans laquelle les Français excellent. Le niveau des élèves français de CM1 et de 4e en mathématiques et en sciences est en dessous de la moyenne européenne selon le classement TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, qui date de 2019. Le niveau en maths donc, des élèves de 4e en 2019 équivaut à celui de 5e en 95. Alors, 5e en 1982, je ne vous raconte même pas. Depuis 1995, c'est une enquête qui s'intéresse tous les 4 ans, TIMSS, au niveau des élèves de CM1 et 4e, dans les pays de l'Union européenne et de l'OCDE. Il y a d'autres constats dans cette étude. Autre constat dans cette étude, la France n'a pas beaucoup de très très bons élèves en maths. Seuls 2% des 4e ont un niveau avancé, contre une moyenne européenne de 11%. Et ce taux est de 50% pour Singapour et la Corée du Sud. 15% des Français n'atteignent pas le niveau bas, contre 6% des élèves européens. La France obtient donc 483 points contre 511 points pour les pays de l'UE et de l'OCDE. Est-ce qu'on est massivement nul en maths ou est-ce qu'il y a des faiblesses particulières dans certaines familles des mathématiques? Selon Fabienne Rosenwald, qui est directrice du service statistique du ministère de l'Éducation, je la cite, les élèves ont des points forts en géométrie mais des faiblesses sur les nombres et l'algèbre. Autre point marquant, les garçons obtiennent de meilleurs scores que les filles, plus 13 points, et le niveau de ces dernières a même baissé de 7 points depuis 2015. Pourtant, les Français n'ont pas toujours été mauvais en maths, puisque jusqu'en 85, l'enseignement des maths en France était reconnu comme l'un des meilleurs. Je ne commenterai pas. Comment explique-t-on cette dégringolade? Alors, selon les spécialistes, les maths sont pensées en dehors de toute connaissance culturelle. Elles sont hors sol. À l'école primaire, des notions comme la théorie des ensembles sont introduites. À partir du collège, l'enseignement devient très abstrait et les parents sont même perdus. Ils ne comprennent plus rien à ce que font leurs enfants. Donc, ils ne peuvent pas les aider. Il y aurait aussi une défaillance des programmes avec des énoncés et des définitions qui seraient incompréhensibles, même parfois erronées, tout ça dans les manuels. Et la question de la formation des enseignants? Oui, il y a aussi un problème de formation des enseignants. Alors, vous le savez, pour devenir enseignant de mathématiques et de n'importe quelle autre matière, il faut présenter un bac+5. Donc, si on a un master 2 en maths, on a accès à plusieurs métiers dans les domaines de la finance, des banques ou de l'informatique qui rémunèrent beaucoup plus que l'enseignement. Donc, c'est un métier moins attractif, en fait. Exactement, beaucoup moins attractif. À titre de comparaison, pour le CAPES en 2004, il y avait 5000 candidats pour 1000 postes. Et aujourd'hui, il y a 1000 candidats pour 1000 postes. Donc, on ne prend pas les meilleurs, on prend ceux qui se présentent finalement. Enfin, peut-être que ces 1000-là sont formidables, mais enfin, on choisit d'en moins. Non. Non, c'est un calcul mathématique. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avait commandé un rapport à Charles Torossian et Cédric Villani. Oui, c'est ça. Il prévoit notamment le développement de la formation continue en maths des professeurs des écoles via des enseignants référents. Et il y a déjà 40 000 enseignants qui ont déjà été formés depuis 2018 et aussi en 2020-2021. Réforme du baccalauréat aussi qui s'est traduite, et ça a été dénoncé récemment, par un net recul du choix des mathématiques. J'ajoute, parce qu'ils ont publié tout récemment une tribune dans Le Monde, qu'un certain nombre de scientifiques, sciences physiques, chimie et sciences de la vie et de la terre, déplorent également des diminutions assez spectaculaire. C'est pas que pour les maths. Donc avec une baisse de 18% du nombre d'heures entre 2018 et 2020 en première et en terminale générale et technologique au lycée, il faut savoir que seulement 37% des élèves de terminale choisissent les maths depuis la nouvelle réforme. Je vais terminer quand même sur une petite note positive. Les Français sont nuls en maths, mais paradoxalement, la France, avec ses 13 médailles Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en maths, elle talonne les États-Unis qui ont, elles, reçu 14 prix Nobel alors que leur population est 4,5 fois supérieure à la nôtre. Donc en termes de probabilité, ça nous donne ? Je ne sais pas. Merci, Amal. Vous êtes la première à me faire passer une récré en faisant des maths quand même. Suite du grand oral dans quelques instants avec Héloïse Lérêté.
Je ne suis pas raciste, mais il faut bien voir les choses en face. Les enfants ne sont pas des gens comme nous. Cette phrase est de Pierre Desproges. Je l'ai ressortie de l'introduction du... Oui, pardon. Je l'ai ressortie du livre édité par Sciences Humaines sur la psychologie de l'enfant, livre que vous avez coordonné, Héloïse Lérêté, qui est l'invitée de notre grand oral. On vient de parler de la motivation, pourquoi on apprend de la persévérance, en découvrant que parfois beaucoup de persévérance peut compenser un petit peu moins d'intelligence. Mais on apprend aussi pour autrui, pour les autres. Et là, ça renvoie à ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Et c'est fondamental. Oui, la théorie de l'attachement. Alors, c'est une théorie à la fois simple et qui produit quand même des apports de connaissances, qui consiste à dire que les premiers liens qu'on façonne avec notre entourage ont des conséquences durables parce que nous en tirons des formes de schèmes internes, ce que les théoriciens appellent les schèmes internes opérants. Des modes de fonctionnement. Voilà. Des modes de fonctionnement qui finissent par orienter vraiment nos relations aux autres. Je donne un exemple tout bête. Si on a eu un parent, une mère, un frère, une sœur très, très présente, très rassurante, un entourage très bienveillant, parce que le monde, il est quand même angoissant, qu'on soit bébé ou qu'on soit grand d'ailleurs. Donc avoir des figures qui nous rassurent, sur qui on peut compter, c'est vraiment ça. C'est sur qui fondamental. on peut compter, c'est fondamental. Et après, dans la suite de nos relations aux autres, et notamment à l'école, qui est le premier environnement social hors famille, l'enseignant, les camarades de classe, on va se sentir sécurisé ou au contraire en danger, et ça va avoir des effets qu'on est en train de mesurer. On ne sait pas tout là-dessus encore, mais sur le développement de compétences cognitives et sur la façon dont on mobilise ces compétences. Au-delà des compétences en soi et de leur développement, la mobilisation de la mémoire, de la confiance, de l'intelligence, du raisonnement, etc. Oui, Héloïse Lérêté, ce qui est intéressant, c'est que on disait déjà de ces choses-là il y a longtemps, mais on a l'impression, moi je l'ai découvert en vous lisant, que finalement on rajeunit. C'est-à-dire qu'on disait que c'était vrai dans l'enfance, mais on découvre que dans la petite enfance, voire dans la toute petite enfance, voire au stade fêtal, ça a déjà une influence. C'est ça la nouveauté de la recherche en ce moment ? Alors ça fait partie des grands paradigmes actuels. Il y en a d'autres, mais il y a beaucoup de recherches autour de ce qu'on appelle les compétences précoces du nourrisson et même aujourd'hui du fœtus. C'est-à-dire que on se rend compte qu'effectivement, non seulement les attachements, mais aussi l'intelligence, mais aussi la mémoire, ça commence à se construire. Ça commence vraiment dans le... in utero. Le fœtus par exemple, commence très très précocement à développer une mémoire des odeurs. Donc c'est sa mémoire qui se construit. La compétence du nombre, elle commence à se construire à 1, 2, 3 mois. Enfin, on est vraiment sur... Je le savais, j'y étais pour rien. Papa, maman, faut qu'on parle. Bien, les grandes lois physiques, par exemple, le fait qu'un objet, vous le lâchez, il tombe par terre, le bébé s'en rend compte, mais très très tôt. Et ça, c'est notamment les travaux d'Alison Gopnik, je crois, que vous avez interviewé. Gopnik, qui est formidable, mais on a aussi des chercheurs en sur France. Le bébé chercheur, l'enfant naturellement chercheur. Exactement. Et en fait, ça remet en cause tout ce qu'on se croyait savoir sur le développement de l'enfant depuis Piaget, avec ses grands stades, vous savez. Oui, c'est très organisé. Finalement, c'est très organisé. Le bébé, aujourd'hui, on se rend compte qu'il se développe à la fois plus précocement et de manière plus anarchique aussi, plutôt en zigzag ou en escalier que de manière très linéaire, ou plutôt en zigzag qu'en escalier, disons. Le bébé grandit, l'enfant grandit, les parents aussi grandissent. Je vous propose qu'on pousse la porte de notre infirmerie pour y retrouver notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Elle nous parle du fait de grandir en tant que parent. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les enfants grandissent, mais est-ce qu'un parent, ça grandit aussi ? Finalement, on en parle très peu. Mais si le parent ne grandit pas avec son enfant, eh bien, on voit, nous, dans nos consultations, que ça peut faire des étincelles, ça peut faire des conflits, ça peut faire des moments de grande opposition. Parce que l'enfant, lui, au fur et à mesure qu'il se développe, eh bien, il est de plus en plus autonome. Donc il a de moins en moins besoin du corps de son parent. Un enfant qui ne marche pas est tout le temps dans les bras. Et puis ensuite, il commence à marcher, il a envie qu'on lui laisse libre de ses mouvements. Et à l'adolescence, on voit qu'être libre de ses mouvements, c'est s'éloigner beaucoup du nid familial. C'est pouvoir partir, c'est pouvoir perdre de vue ses parents et que les parents le perdent de vue. Donc grandir pour un parent, c'est supporter cette distance. C'est finalement s'ajuster
à la mise à distance de l'enfant. C'est-à-dire accepter que oui, au fil des ans, l'enfant va être de plus en plus capable de se prendre en charge, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire d'être responsable de lui-même, de faire attention à lui, de ne pas traverser n'importe comment. Quand tu commences à aller au primaire et qu'il dit non, ne m'accompagne pas jusqu'à l'école, je sais faire tout seul. Ou bien quand il est adolescent et qu'il commence à demander des sorties qui effraient beaucoup les parents. Et comment est-ce que le parent va pouvoir contenir son angoisse et supporter que oui, tout seul, son jeune, son adolescent, va aller à l'extérieur, peut-être avec des gens que la famille ne connaît pas. C'est-à-dire comment est-ce que le parent va entrer dans une relation de confiance qu'il va falloir qu'il fortifie de plus en plus, de manière à supporter cet éloignement. C'est pas si simple, parce que le parent souhaite rester tout proche, tout près. Et les enfants savent le dire, ils savent lui dire, les adolescents ont des mots d'ailleurs là-dessus, sur ces besoins d'air, d'avoir de l'oxygène, d'avoir de l'éloignement, d'avoir de la distance. Et puis il y a un deuxième point, c'est comment est-ce que le parent continue à se sentir aimé et nourri par son enfant, parce que c'est pas la même chose d'avoir un enfant de 3 ans qui trouve que papa et maman sont les plus beaux, les plus forts et qui les aime très très fort, et d'avoir un enfant qui soudainement est adolescent et dit ouais, c'est ma mère, c'est mon père, avec cette voix qui tombe et qui narcissiquement est quand même un petit peu dur à supporter. On a l'impression, nous disent les parents, qu'on est vraiment la pire chose qui leur est arrivée. Donc être parent et grandir en tant que parent, c'est supporter justement toutes ces transformations de l'enfant, toutes ces demandes d'autonomie. C'est construire une confiance. Et ça, c'est quelque chose on met des graines un peu tous les ans, au fur et à mesure que justement l'enfant s'éloigne, de manière à pouvoir rester dans un dialogue. Très bien, tu veux sortir tout seul, mais dis-moi, voilà, si t'arrive telle ou telle chose, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Si tu changes de lieu alors que tu m'as dit que tu étais chez telle copine, est-ce que tu penseras à me prévenir pour que je sache toujours où tu es? Je n'irai pas te chercher, bien sûr, mais ça me permet de me sentir en confiance parce que je sais que toujours tu me préviendras, que tu mènes ton autonomie, toi tout seul. Donc grandir en tant que parent, en effet, c'est affronter ces petites épreuves de la vie, l'autonomie de son enfant, la relation de confiance, la distance qui est en train de se créer, et de pouvoir toujours dire, si tu as besoin, je suis là. Si tu as besoin, je suis là, ce que le parent peut dire à l'enfant. L'enseignant peut le dire aussi à l'élève, Héloïse Lérité, pour clore notre grand oral. Il y a notamment dans le livre que vous publiez sur la psychologie de l'enfant, un entretien avec Catherine Guéguin, qui dit que c'est on voit les effets de l'empathie, en fait, ça se mesure. Oui, alors moi, il y a un mot que j'aime bien, peut-être encore plus que l'empathie ou la bienveillance, qui est très à la mode, c'est la considération. C'est-à-dire que la considération, vous savez, même ça a une étymologie astrale, c'est-à-dire qu'on regarde les étoiles, quoi. Et quand on se sent considéré, on se sent... C'est ça, les étoiles? C'est les étoiles, oui. Pas bon en maths, mais nul en étymologie. Voilà, les étoiles, c'est les... Je suis devenu journaliste quand même à la fin. Effectivement, sidéral, considération. Voilà, on se sent élevé quand on se sent considéré. La bienveillance, vous savez, c'est un peu surplombant, quoi. On est c'est paternaliste. Et on veille. La considération, on se sent reconnu. Et ça marche. La reconnaissance, se sentir reconnu dans ses compétences, c'est un puissant levier pour se mobiliser dans les tâches, quelles qu'elles soient, et pour avancer et pour progresser. Merci beaucoup, Héloïse Lérité. Je vais faire preuve de considération maintenant. Merci beaucoup également. Je considère énormément votre travail. Amal, Héloïse également. La revue Sciences Humaines, je dis revue magazine, parce que c'est hyper vivant, hyper bien maquetté. C'est une nouvelle formule. Qu'est-ce que l'intelligence? Il n'y a pas que le QI, c'est en kiosque actuellement. On peut aussi s'abonner en version numérique. Et puis, beaucoup d'ouvrages publiés chez Sciences Humaines, notamment cet ouvrage sur la psychologie de l'enfant que vous avez coordonné. J'exprime également toute ma considération à l'équipe de la quotidienne, Marine Plantec, assistée par Laura Girard, au son Héloïse Merlin, à la réalisation Axel Paulou. Je exprime beaucoup de considération pour vous, chers téléspectateurs également. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.